Merci Julien, merci également, merci à vous deux d'ailleurs, à Lise Verlat ainsi qu'à toi Julien de m'avoir invité et puis permis de participer à ces échanges passionnants. Je suis très heureuse de pouvoir contribuer à cette réflexion. Effectivement, avec cette double casquette, j'allais dire, c'est-à-dire en tant qu'enseignant-chercheur en droit, juriste donc, comme on dit aussi, et puis en qualité d'enseignant-chercheur justement à propos des données de la recherche scientifique, puisque comme vient de le dire Julien, je pilote un projet de recherche qui s'intéresse qui est dans le cœur de ce qu'on traite depuis ce matin, c'est-à-dire la question de la gestion, pour faire court, des données de la recherche scientifique. Et je suis évidemment très intéressée par l'enquête que vous avez menée, donc Alexandre et puis Joachim, dont je vais prendre connaissance. Alors j'hésite à en prendre connaissance avant d'obtenir les résultats de la mienne qui doivent arriver là pour bientôt. Donc j'attends un peu de vous pouvoir, parce que je pense que les angles n'ont pas toujours été les mêmes, et je suppose à la fois qu'il y a eu des croisements, bien sûr, sur les questions, la manière, ou même les questions que vous avez posées aux chercheurs. Et celles que nous avons de notre côté formulées également, sachant, pour faire court, parce que je ne vais pas évidemment centrer mon intervention sur cette enquête-là, sur ce projet-là non plus, mais pour faire court, on avait 3 parties dans l'enquête. Une partie consacrée à la collecte des données, avec toute la difficulté que cela suppose de définir effectivement ce que c'est qu'une donnée, ou ce que sont les données de la recherche. Une deuxième partie consacrée au traitement et au stockage des données de la recherche, et une troisième partie, puisque ça c'est un peu mon dada, consacrée à la valorisation économique des données de la recherche scientifique. D'ailleurs, en lien avec cette enquête, nous avons également organisé des interviews avec les chargés de valorisation des services de partenariat et de la recherche de différents établissements. Et puis nous prévoyons également de continuer l'enquête à travers une approche qualitative aussi, et des entretiens avec une vingtaine, on s'était dit également une vingtaine de personnes qui auraient accepté à travers le questionnaire d'autodéclaration en ligne de poursuivre à travers des entretiens. Donc j'espère que nous pourrons mener cela à terme et à bonne fin. Et puis, ce projet également, ça me permet de le présenter, projet Common Data, dont fait partie cette enquête. Projet Common Data a permis aussi d'organiser des journées d'études, 6 journées d'études, sur un petit peu, je vais dire, le cycle de vie des données, mais c'est un petit peu raccourci. Il y a eu une première journée d'études sur la notion de données scientifiques dans des visions pluridisciplinaires, une journée d'études consacrée à la méthode scientifique et à l'intégrité scientifique et le big data. Donc ça me paraît être une question très... On a évoqué un petit peu tout ça aujourd'hui aussi. La question de l'octorialité et les corpus de données, avec la signature scientifique, qu'est-ce que ça suppose et qu'est-ce que ça veut dire aussi sur les corpus de données. La question du stockage et de l'archivage, bien sûr, le CINES étant associé et partenaire du projet. Et enfin, ensuite encore une journée consacrée au partage et à la diffusion. Et enfin, la dernière journée qui s'annonce au mois de décembre, qui sera consacrée véritablement à la valorisation économique des données scientifiques, qui est une journée, j'allais dire, qui s'annonce difficile, parce que c'est une question qui n'est pas abordée de front, en réalité, la plupart du temps. Donc c'est quelque chose pour lequel je peine un petit peu, ne serait-ce que pour rassembler des compétences, par exemple. Voilà, mais c'est aussi ça qui fait l'intérêt de la recherche, bien sûr. Donc, j'avais proposé, à la suite de l'invitation de Lise et Julien, j'avais proposé d'envisager la thématique sous un angle très large, peut-être un peu trop large d'ailleurs, mais j'ai quand même concentré le propos. Donc, un prisme assez large, les données de la recherche scientifique et le droit. C'est vraiment très très large. Ce qui me permettait en fait un peu de mettre un peu ce que je voulais à l'intérieur, sachant que ma spécialité reste le droit de la propriété intellectuelle et le droit du numérique. Donc déjà, à travers mon profil et mes axes de recherche, je peux déjà cibler un petit peu mieux les choses. En fait, et c'est un peu aussi ce que je vais vous présenter là, en réalité, c'est un petit peu
disons, les résultats de ma recherche personnelle sur l'application du droit ou en tout cas sur les questionnements juridiques en matière de données de la recherche scientifique. Donc c'est aussi un état d'avancement de mes recherches et puis ça se poursuit évidemment à travers Common Data entre autres. Donc ce que je vous proposerai, eh bien, c'est d'envisager les données de la recherche scientifique non pas à travers ce qu'on appelle parfois le droit des données. Ça, c'est quelque chose que je refuse totalement de penser, ne serait-ce que de penser, parce que le droit des données n'existe pas. Donc, je fais beaucoup de formations auprès des chercheurs, des enseignants-chercheurs, dans les écoles d'ingénieurs, dans les établissements de recherche, et à chaque fois je répète ça. Ça me semble être important de dire qu'il n'y a pas un droit des données, mais il y a plusieurs corpus législatifs, dispositifs qui s'appliquent, qui s'entrecroisent, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, il faut reconnaître, et qui viennent s'appliquer aux données scientifiques, et c'est ce qui fait d'ailleurs que la matière pour les chercheurs, vous parliez d'acculturation des chercheurs à l'information, à la science de l'information et en particulier aussi à la science du droit appliquée aux données, ça rend les choses quand même très compliquées pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs. Il faut reconnaître que l'entrecroisement, eh bien, l'articulation entre les différents dispositifs légaux ne simplifie pas les choses pour la connaissance qu'on peut en avoir. Donc c'est un petit peu cet entrecroisement que je vous proposerai d'aborder aujourd'hui, et c'est voir comment les choses peuvent s'articuler en présentant en fait les choses sous deux angles différents. Deux angles différents, mais avant de vous présenter ces deux angles différents, l'idée m'est venue en vous écoutant tout à l'heure, je souhaitais simplement et de manière très brève vous soumettre la définition, puisqu'on est revenu sur la question de la définition des données de la recherche scientifique, et des données de la recherche, la définition que donne de la donnée le dictionnaire de l'informatique juridique, qui est un dictionnaire officiel, c'est-à-dire publié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, par le bulletin officiel qui paraît dans le bulletin donc, du ministère lui-même. Cette définition, elle est la suivante: la donnée ou les données, ou c'est la représentation d'une information dans le but de la traiter ou de procéder à son traitement. Je trouve cette définition, qui est une définition, je pense, assez technique de la donnée elle-même, en dehors de toute spécialisation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de définir ici les données scientifiques, il s'agit de définir les données en général. Définition très technique et en même temps très intéressante parce que ça montre bien à quel point la donnée, d'abord, se distingue de l'information, certainement. Pas épiloguer là-dessus, il y aurait beaucoup à en dire. Mais non seulement qu'elle se distingue de l'information, mais qu'en plus, eh bien, la donnée est justement prévue, en tout cas sous sa forme numérique ou auparavant sous d'autres formes, prévue pour pouvoir s'interopérer ou interagir avec d'autres données, et en tout cas d'être traitée, même s'il n'y a pas d'interopérabilité ou d'interaction, en tout cas d'être traitée. Grâce à l'informatique aujourd'hui, mais avant peut-être grâce à d'autres moyens. Donc le but finalement annoncé, c'est le traitement. Et ça, alors cette définition, elle est très technologique, ou technocentrée, mais elle me paraît en tout cas de ce point de vue-là évidemment très très intéressante aussi. Voilà. Quant aux autres définitions, je reviendrai tout à l'heure un petit peu sur celle envisagée par la proposition de directive qui vient réformer les directives PSI 1 et PSI 2. Pour ce qui concerne la définition de l'OCDE, je la trouve pas mal, elle a le mérite d'exister. Là où je m'aperçois qu'elle présente une limite, mais elle a ça de commun avec d'autres, je trouve d'autres définitions, dont celle de la proposition de directive aussi d'ailleurs, c'est que la donnée, c'est quelque chose qui permet de valider la recherche scientifique. Je ne suis pas sûre que les données ne servent qu'à valider la recherche scientifique, mais tout simplement d'obtenir déjà des résultats scientifiques et non pas forcément que de les valider. Alors est-ce que ça aussi c'est un signe faible de la manière dont on envisage les données? Certainement, parce qu'il s'agit aussi de concevoir la donnée comme un moyen de vérifier l'intégrité scientifique et comme un moyen de vérifier donc la reproductibilité des résultats de l'activité scientifique. Donc je trouve que c'est un signe faible et je pense presque inconscient de la volonté de pouvoir s'appuyer, pour des raisons que vous avez rappelées ce matin, de pouvoir s'appuyer sur des données fiables.
Parce que l'enjeu aujourd'hui, il est, comme l'a rappelé Hans ce matin, et ainsi que Joachim, hein, sur évidemment le fait de vouloir s'en servir absolument comme levier de l'innovation. Donc à partir du moment où on en fait un levier de l'innovation, bah, c'est sûr qu'il faut pouvoir s'appuyer sur des données fiables. C'est mieux, parce que si on a un pont qui s'écroule, bah, c'est vrai qu'on va peut-être pouvoir se dire qu'à cause des données ou des algorithmes qui ont été conçus autour de ces données, on va peut-être avoir à un moment donné besoin de se poser la question de la fiabilité des données et donc de la responsabilité de la personne qui a proposé ces données ou qui en a conçu l'algorithme. Donc il y a vraiment, je pense, cette volonté-là. Voilà, donc j'en ai terminé pour ces propos un petit peu introductifs et je vous disais que je souhaitais donc envisager, que j'avais en tout cas envisager de présenter la problématique sous l'angle juridique, la problématique des données de la recherche scientifique sous l'angle juridique, à travers deux axes, parce que c'est en général à travers ces deux axes que l'on aborde la question. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les deux principaux, à savoir, premier axe, les données de la recherche et la propriété, la question de la propriété. Et puis ensuite, nous verrons les données de la recherche et la question de l'accès, qui est une question sensiblement différente, même si, bien sûr, les deux questions sont un petit peu liées. Alors, pour ce qui concerne, tout d'abord, la question des données de la recherche et de la propriété. La grande question, toujours, qui est posée, hein, mais qui est quasi quotidienne dans mon métier, d'enseignant-chercheur, c'est mais à qui appartiennent donc les données, hein, voilà, c'est un peu la phrase, la question que tout le monde a à la bouche en ce moment, mais c'est vraiment quasi quotidien, mais à qui appartiendront les données? Et quand cette question est posée, en général, c'est parce qu'on se situe dans une hypothèse, dans une situation particulière, qui est la situation du partenariat. Donc partenariat scientifique, bien sûr, partenariat de recherche, donc, et c'est-à-dire qui dit partenariat sous-entend ici, en tout cas dans ce contexte, partenariat public-privé, qui, comme on l'a vu ce matin, présente des enjeux particulièrement sensibles au point de vue économique et donc au point de vue juridique également. Alors, si on fait abstraction de cette question quasi quotidienne et lancinante de qui, alors, à laquelle en général je suis absolument incapable de répondre évidemment, eh bien, si on fait abstraction de cette question un peu générale, on peut aller fouiller un petit peu et regarder ce qui se passe dans les dispositions. On s'aperçoit en effet que et alors que, eh bien, il n'y a pas d'énumération, d'une manière générale, d'énumération dans les code civil, code de la propriété intellectuelle, d'énumération de choses dont on pourrait considérer a priori qu'elles sont appropriables déjà. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas une liste d'objets dont on pourrait estimer qu'elles sont des choses appropriables. On a juste, en fait, des dispositions légales qui disent, l'article 544 du Code civil, et puis l'article 714 également du Code civil, qui disent, voilà, quand on est propriétaire, voilà ce qui va se passer. On dispose d'un droit de disposer, justement, on bénéficie d'un droit de disposer, et puis d'un droit de jouissance, comme on dit, de jouir de la manière la plus absolue des choses dont on est propriétaire, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Voilà ce que dit l'article 544 du Code civil. Et puis, de l'autre côté, on a un article, l'article 714, qui dit mais il y a des choses communes. Et ces choses communes, eh bien, ce sont des choses qui n'appartiennent à personne, mais dont l'usage est commun à tous. Voilà ce que dit la loi. C'est tout. C'est tout. À partir de là, il faut se débrouiller. C'est-à-dire qu'on nous donne le régime juridique qui s'applique quand on est propriétaire, le régime juridique qui s'applique quand on n'est pas propriétaire, quand personne n'est propriétaire, mais sur la catégorie des biens dont on peut être propriétaire, rien n'est dit. On sait maintenant quand même aujourd'hui que le Code civil a tendance à s'appliquer, encore que les juristes ne sont pas tout à fait d'accord sur ça, mais en tout cas, moi, je plaide plutôt pour cette vision-là des choses, c'est-à-dire de dire que le Code civil s'applique aux objets corporels, mobiliers ou immobiliers, donc la propriété s'applique à des objets corporels, mobiliers ou immobiliers, les biens fonciers, les biens meubles, bref, tous les biens qui ont une corporéité ou une corporalité, alors que pour les biens incorporels, eh bien, il s'agit plutôt du code de la propriété intellectuelle qui n'envisage la propriété que de certains biens incorporels, c'est ce qu'on appelle les créations intellectuelles.
Pour ce qui concerne les données de la recherche scientifique, on est typiquement dans des biens incorporels. C'est pour ça que je me sens concernée en tant que spécialiste de droit de la propriété intellectuelle, parce que bien sûr, autant que l'information qui nous avait intéressé ou qui avait intéressé mes prédécesseurs dans les années 80, savoir si l'information scientifique ou autre pouvait être objet de propriété, on a une littérature juridique là-dessus qui est quand même très impressionnante. Aujourd'hui, c'est la question des données qui rejaillit à nouveau et qui est reposée sur est-ce que la propriété intellectuelle peut appréhender, peut saisir ces biens qu'on appelle, ces biens ou ces choses qu'on appelle les données de la recherche scientifique. Je précise tout de suite, sur le plan de la méthodologie, le Code de la propriété intellectuelle, pour dire quel objet sera susceptible d'être approprié, eh bien, procède à l'énumération de conditions. Il y a des conditions qui doivent être remplies pour qu'un objet immatériel comme une création puisse être protégé par un droit de propriété intellectuelle. Ce qui suppose alors que tous les objets immatériels ou incorporels ne seront pas éligibles à la protection du droit de la propriété intellectuelle, et c'est tant mieux. Il y a plein de choses qui y échappent. Et ces choses qui échappent, on dit alors qu'elles appartiennent au domaine public. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est justement de voir de quoi est constitué ce domaine public, et en particulier le domaine public de la recherche scientifique. Pourquoi est-ce que le Code de la propriété intellectuelle prévoit des conditions précises pour eh bien dire ça sera appropriable et ça ne le sera pas? Tout simplement parce qu'on est en présence d'objets incorporels, et que l'objet incorporel, il va falloir définir ce qu'il est, jusqu'à quand on va pouvoir se l'approprier, à partir de quand on ne pourra plus se l'approprier. De la même manière qu'il faudra, et c'est ce que fait le Code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire c'est ce qu'a fait le législateur, il faut également définir les prérogatives dont sont titulaires les titulaires donc de droits de propriété intellectuelle, parce que ces prérogatives ne découlent pas de la nature même de la chose, puisque la chose est incorporelle. Donc il est très difficile du coup de savoir d'emblée, comme avec une chaise ou avec une table ou avec un ordinateur, ce que l'on peut faire ou non. Avec la création intellectuelle, il faut définir par le menu ce que sont les prérogatives des titulaires de droit. Mais je reviens à la question du domaine public scientifique, ce que j'appelle alors le domaine public scientifique. On a peu de décisions de justice qui viennent dire si les données de la recherche scientifique appartiennent au domaine public ou si elles peuvent être objet de propriété intellectuelle. On a des dispositions légales sur lesquelles je reviendrai après, qui disent les données, elles peuvent être appropriées par un droit de propriété intellectuelle, mais à certaines conditions. J'y reviendrai après. Voyons d'abord ce qu'il y a dans le domaine public. Et là, on peut s'apercevoir qu'il y a des décisions, quelques décisions en tout cas, qui montrent que, eh bien, dès lors que les données ne sont pas formalisées, c'est-à-dire ce que j'ai appelé là les choses incorporelles non formalisées, c'est-à-dire non mises en forme, il y a des données dont on dit qu'elles appartiennent, et ce sont des données de la recherche scientifique, dont on dit qu'elles appartiennent au domaine public. La Cour d'appel de Paris, qui est un arrêt emblématique pour nous, en tout cas quand on s'intéresse au domaine de la recherche scientifique, est intéressant et important. C'est donc l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 janvier 1992 à propos de ce roman écrit par Jean Vautrin, très beau roman au demeurant, qui relate, qui fictionnalise en fait la vie de la population Kagine dans la région de la Nouvelle-Orléans, mais qui emprunte beaucoup à une thèse qui avait été soutenue sur les locutions, donc une thèse soutenue dans le domaine de la linguistique, donc par un chercheur linguiste, et qui faisait la recension de beaucoup de locutions en fait kagines, et qui avaient été récupérées, ou en tout cas reprises par Jean Vautrin, mais pour les insérer dans une œuvre fictionnelle, de fiction, et pour mettre en forme tout ceci, mais autrement, donc sous la forme littéraire et artistique, plutôt que sous la forme strictement scientifique. Le chercheur a agi en contrefaçon contre Jean Vautrin ainsi que son éditeur, parce qu'il avait estimé qu'il y avait une reprise évidemment du contenu de sa thèse, et voire même de la forme de sa thèse. C'est un argument qui n'a pas convaincu les juges, qui ont estimé que les éléments, en l'occurrence, qui étaient
les éléments de vocabulaire, les expressions, les contes et les chansons. Donc il y avait quand même des éléments substantiels. On n'était pas dans la donnée captée par un capteur électronique ou un drone. Là, on était vraiment dans la donnée construite. Justement, comme vous en parliez tout à l'heure, on était dans une donnée un peu complexe. Et bien, malgré la complexité de la donnée, ici, eh bien, les juges ont estimé que Jean Vautrin avait parfaitement le droit d'aller piocher les éléments qu'il souhaitait piocher dans la thèse du chercheur pour pouvoir en tirer une autre œuvre, qui est une œuvre ici littéraire. Évidemment, ce que je dis là, en m'appuyant sur cette décision de justice, vaut uniquement si il n'y a pas reprise de la forme. En fait, c'est ça qui est regardé. C'est pour ça que les données ne peuvent être appropriées ou ne sont considérées comme appropriables qu'à partir du moment où elles sont mises en forme et surtout à partir du moment où on reprend cette forme. Donc, ce n'est pas parce que les données sont complexes qu'elles seront pour autant appropriable. Il faudra qu'elle soit en plus mise en forme. Et c'est la formalisation, la mise en expression, l'extériorisation des données elles-mêmes qui pourra donner lieu ensuite, éventuellement, à une reprise fautive, et donc à une contrefaçon. C'est ce qu'on a vu à travers d'autres affaires. Alors là, il y en a dans le domaine scientifique, il y en a quelques-unes de savoureuses. Ici, une contrefaçon avait été jugée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, rien que ça, dans une décision du 15 juin 2010, parce que ici, un docteur en droit, c'est notable, avait reproduit 148 pages d'une autre thèse de doctorat et 34 pages d'un mémoire de DEA à l'époque. Le contrefacteur, en l'occurrence, ici, a écopé quand même d'une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 € d'amende. Donc, il y a véritablement, on peut le dire, appropriation par le biais d'un droit de propriété intellectuelle des données, mais dès lors qu'il y a reprise de la mise en forme de ces données. Dans un cas, l'affaire Vautrin, on n'a pas considéré qu'il y avait reprise de la forme de présentation des données, alors que dans l'affaire ici jugée par la chambre criminelle, eh bien, on a estimé qu'il y avait reprise de la forme dans la présentation des données. Ce qui me permet, pour un premier point, d'en conclure que les données ne peuvent donc être objet de propriété qu'à condition qu'elles soient mises en forme. Et ce qui me permet de conclure par ailleurs que du coup, les données non mises en forme, même si elles sont complexes, appartiennent au domaine public. Appartiennent au domaine public parce qu'elles sont des objets qui doivent, ou dont on considère qu'elles doivent circuler. Alors, une fois qu'on a dit ça, cependant, on n'a pas tout dit, parce que il faut aller un petit peu plus loin. En admettant qu'un certain nombre de données appartiennent au domaine public, il faut néanmoins que ces données soient disponibles. Il faut que ce soit des choses incorporelles, donc on a dit formalisées dans un premier cas, ou non formalisées plus exactement, mais pour qu'elles puissent être appropriées, ou au contraire pour qu'on puisse considérer qu'elles n'appartiennent pas au domaine public, encore faut-il qu'elles soient disponibles. Ça, c'est un terme qui m'intéresse depuis quelques temps maintenant et que j'ai développé un tout petit peu dans certains de mes articles, à savoir que si ces choses que sont les données sont dites communes, et donc qu'elles appartiennent au domaine public, elles ne seront utilisables pour autant que si elles sont disponibles, c'est-à-dire si elles ne sont pas conservées au secret. Le secret n'est pas un droit de propriété, le secret c'est le secret, c'est-à-dire c'est une technique primitive qui consiste à mettre de côté quelque chose et puis à ne pas le partager. Et ça, on a beau dire ce qu'on veut, si on dit les données sont communes, appartiennent au domaine public, ben, elles le seront jusqu'à ce qu'elles ne soient pas gardées au secret, ou jusqu'à ce qu'elles soient conservées au secret, comme on voudra. C'est-à-dire qu'en fait, la maîtrise exclusive ne passe pas que par la technique juridique. C'est une autre façon de le dire. La maîtrise exclusive sur quelque chose, et notamment sur les informations et les données, peut aussi passer par le biais d'une technique qui est une technique que moi je considère juridique. C'est-à-dire que la confidentialité n'est pas un droit, même si elle peut être objet d'obligation. On peut s'engager à la confidentialité à travers des contrats. La loi peut même obliger certaines personnes à conserver la confidentialité. Le secret professionnel, par exemple, est bien connu. Donc le secret ou la confidentialité peut être objet d'obligation.
Mais la confidentialité ou le secret n'est pas un droit en tant que tel. C'est une technique qui permet de conserver la maîtrise exclusive sur une information ou une chose. L'adoption de la directive secret d'affaires le montre très bien. La directive secret d'affaires, donc, qui a été adoptée en 2016, montre bien comment l'on peut définir justement une information considérée comme confidentielle ou qui est l'objet, ou qu'on peut considérer comme un secret d'affaires précisément. Aujourd'hui, cette définition, on la retrouve à l'article L151-1 du Code de commerce. Une information considérée comme un secret d'affaires, eh bien, c'est une information qui n'est pas aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'information, c'est-à-dire que c'est une information qui est déjà un petit peu élaborée, c'est-à-dire qui mériterait qu'on y travaille un petit peu pour pas qu'elle soit considérée comme étant dans le domaine public. C'est une information, deuxièmement, qui revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle. Dans le potentiel, c'est bien parce qu'on peut mettre beaucoup de choses, du fait de son caractère secret. Alors ça, j'adore cet élément de la définition, parce qu'en fait, on nous dit, en gros, une information secrète, elle est secrète parce qu'elle est secrète. C'est ce qu'on appelle une tautologie, et ça, en droit, on sait bien faire. Le troisième élément de la définition eh bien, est plus intéressant, je trouve, parce qu'il dit c'est une information qui fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances pour en conserver le caractère secret. Donc en gros, on dit, et c'est là qu'on revient à la technique, qui est une technique au sens premier du terme, une technologie du secret, c'est-à-dire qu'en fait, une information secrète, c'est une information dont on aura organisé la confidentialité au plan technique, quelle que soit la technique utilisée, qui peut être plus ou moins sophistiquée, évidemment, selon les cas. Ça peut aller de la clé et de l'armoire verrouillée à la cryptographie ou le fait de crypter des messages, comme on le pratique d'ailleurs dans certains établissements de recherche au passage. La loi, donc, sur les secrets d'affaires, eh bien, recouvre ce qu'on appelait en France jusqu'à présent le secret industriel et commercial, en réalité. C'est de ça dont il s'agit essentiellement. Aujourd'hui, on parle de secret d'affaires. Pourquoi est-ce qu'on a changé de terminologie ? Tout simplement parce qu'il a fallu se conformer aux accords ATPIC, qui sont les accords qui ont été conclus en 1994 par le biais, en tout cas, ou à travers l'organe de l'OMC, et qui justement utilisent le terme de trade secrets, donc ça veut dire l'expression de secret d'affaires si on le traduit en français. Voilà donc le domaine public très vite exposé. Les données de la recherche scientifique appartiennent donc a priori au domaine public, sauf exception, sauf secret et sauf justement appropriation, c'est-à-dire sauf eh bien, dans certains cas application des droits de propriété intellectuelle. Mais avant d'en arriver à la technique de la propriété intellectuelle, à la présentation, mais très succincte, des droits de propriété intellectuelle qui peut s'appliquer aux données de la recherche scientifique, il y a lieu de préciser tout d'abord que la propriété intellectuelle n'a pas été la seule sollicitée en tant que technique juridique pour s'approprier les données de la recherche ou les résultats de la recherche scientifique d'une manière générale. Il fut un temps, c'est-à-dire il faut remonter pour ça au XIXe siècle, fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, où l'on a cherché à construire un régime juridique de propriété qu'on appelait la propriété scientifique, directement. Là, on n'était pas dans la propriété intellectuelle, j'insiste, on était dans ce qu'on a pu appeler et conceptualiser la propriété scientifique. La propriété scientifique, elle a été au départ développée dans le domaine de la zoologie, de la botanique et de l'embryologie. La question de la propriété scientifique a donné lieu à de très nombreux débats à l'époque, mobilisé beaucoup de juristes au plan national mais aussi international à l'époque. Et le débat portait en réalité sur deux questions principales. La première, faut-il intégrer les œuvres scientifiques au sein de la catégorie des œuvres littéraires et artistiques protégées par le droit d'auteur ? J'insiste pas là-dessus parce qu'à cette question-là, on y a répondu déjà et on y a répondu par l'affirmative. Le Code de la propriété intellectuelle donne une liste des œuvres dont on peut estimer a priori qu'elles sont protégées par le droit d'auteur et les œuvres scientifiques en font évidemment partie.
La deuxième question plus intéressante, et qui a mobilisé beaucoup à cette époque, c'est faut-il attribuer un droit de propriété au découvreur sur l'idée elle-même? Sur l'idée elle-même. Les termes de la problématique sont alors posés. Il fallait distinguer entre le fond et la forme. Pour la forme, le droit d'auteur pouvait trouver à s'appliquer. Pour le fond, qu'en était-il? Il faut se replacer à l'époque, c'est-à-dire à une époque où la recherche scientifique était beaucoup financée par des institutions privées. Et il se trouve qu'alors, les chercheurs se trouvaient dans une situation un peu délicate où parfois ils n'arrivaient pas bien à trouver leur place en tant qu'initiateur d'une idée, en tant que découvreur d'une théorie ou en tant que découvreur d'une innovation. Et qu'à l'époque, eh bien, du point de vue strictement social, et puis du coup du point de vue juridique, se posait aussi la question alors de leur statut et de leur place, de leur positionnement vis-à-vis de la théorie qu'ils avaient contribué à échafauder ou vis-à-vis de l'innovation à laquelle ils avaient contribué. La loi de 1844, qui est une des grandes lois sur le brevet d'invention, avait énoncé, ou en tout cas accepté l'idée d'un brevet de principe, c'est-à-dire qu'un brevet qui portait sur le principe, mais à condition quand même, comme le précise la loi, que l'application qui résultait du principe énoncé par le découvreur ou le chercheur, que l'application soit quand même indiquée. Mais indiquée seulement, elle n'était pas requise, enfin elle était requise, mais elle était simplement indiquée. Aujourd'hui, on est beaucoup plus exigeant par rapport à cette condition-là. Ce brevet de principe, il a donné lieu à beaucoup de débats. Certains ont estimé qu'il s'agissait ici ni plus ni moins que de s'approprier les idées elles-mêmes, et pas seulement les applications qui pouvaient en résulter. C'est la raison pour laquelle la loi de 1844 précise que, bien sûr, il faut qu'il y ait une application qui soit mentionnée, et c'est aussi la raison pour laquelle par la suite, on est revenu sur le principe de ce brevet de principe, on est revenu sur cela et on a sophistiqué le droit des brevets pour éviter justement que l'on puisse s'approprier des principes, les principes eux-mêmes. Et puis, d'autres initiatives ont été proposées. Il y en a eu de très nombreuses. Des projets de loi, des propositions de loi. La proposition Barthélemy, Dalimier, Gallier, Plaisant, Gariel. L'UNESCO a même pris une position à l'époque en faveur d'une propriété scientifique. Henri Desbois, un célèbre auteur en droit d'auteur en France, qui proposait aussi la construction d'un droit réel sui generis, qui s'apparentait à un droit de propriété sur les résultats de l'activité scientifique, ou en tout cas sur les idées scientifiques, les découvertes scientifiques plus exactement. L'ensemble de ces projets a complètement échoué. Il a complètement échoué pour plusieurs raisons, on va dire. Et pour une raison qui s'avère être évidente, c'est qu'à un moment donné, si on veut attribuer la propriété scientifique aux découvreurs eux-mêmes, encore faut-il pouvoir établir une généalogie des découvertes, et ça, c'est quand même assez compliqué et pas forcément tout à fait souhaitable. Les autres arguments qui avaient été opposés, évidemment, ce sont les arguments qui sont fondés sur les principes de liberté d'expression, de circulation des idées, de liberté de création et de liberté de la recherche, bien sûr, et qui ont fait que ces propositions n'ont pas abouti. On a échappé donc à la propriété scientifique, en réalité. Par contre, on n'a pas échappé alors, avant de parler de propriété intellectuelle, précisons également qu'à l'époque de ces discussions-là, on s'apercevait également qu'il y avait une autre dimension, qui est une dimension plus institutionnelle, qui est en rapport avec le rôle des établissements qui abritaient les chercheurs et les savants. Établissements qui n'étaient pas nécessairement des établissements public. Le financement de la recherche, le financement public de la recherche n'existait pas encore au XIXe siècle, et l'on trouve alors dans certains règlements, notamment celui-ci, règlement de 1863 du Museum of Comparative Zoology de l'Université de Harvard, un règlement qui prévoit que tout ce qui sera fait par une personne en lien avec le musée pendant ce temps doit être considéré comme la propriété du musée. Des règlements qui ne s'embarrassent pas de considérations
diverses et variées, de considérations liées à la liberté de la recherche ou à la liberté de création et d'expression, et qui estime que les données qui sont produites, enfin les données, c'est-à-dire tout ce qui sera fait par une personne, eh bien, doit être considéré comme la propriété du musée, mais son mérite sera dûment reconnu par le conservateur dans son rapport annuel. Donc, le chercheur, il est content parce que son nom est cité dans le rapport annuel. Quand même, pas si on voit s'il en a une rétribution à un moment donné, une gratification. En tout cas, on fait attention à quand même établir le lien entre les résultats et la personne, donc ce lien qu'on appelle aussi l'auctorialité ou l'autorat, bien sûr. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que, eh bien, il y a un contrôle qui est effectué sur la publication qui sera faite des résultats de la recherche scientifique, comme on peut le voir ici dans le règlement. Donc, personne n'est autorisé à publier ou à présenter à des sociétés savantes tout ce qui concerne son travail au musée sans le consentement préalable du conservateur. Toutes ces contributions doivent être soumises au conservateur pour examen. C'est très fort. C'est très fort et je trouve que ce règlement est intéressant. Parce que, d'abord, parce qu'il dissocie deux choses en réalité. Il dissocie la reconnaissance du travail intellectuel du chercheur, du savant, et puis la gestion du patrimoine scientifique ou du capital scientifique ici, et qui couvre donc la gestion de ce capital scientifique. Ça couvre les décisions relatives à la publication, on l'a dit, et puis la question évidemment de la propriété. Le patrimoine scientifique du musée aboutit donc à maîtriser également la gestion de l'auctorialité, on l'a dit, et je trouve intéressant parce que précisément, je trouve à travers ce règlement, on retrouve un petit peu aujourd'hui eh bien, les différentes politiques de valorisation des établissements de la recherche dans la volonté de patrimonialiser et de capitaliser les connaissances scientifiques. C'est très net. Voilà, donc c'est ce parallèle tout à fait relatif, mais néanmoins, je trouve intéressant. Voilà donc, on a échappé, je le disais tout à l'heure, à la propriété scientifique. Par contre, on n'a pas échappé à quand même l'appropriation des résultats de l'activité scientifique dès lors qu'on peut trouver une application à ces règles, qui sont les règles donc, de droit de la propriété intellectuelle. Lorsque les données de la recherche constituent des créations intellectuelles qui sont éligibles à la protection, alors plusieurs régimes juridiques peuvent trouver à s'appliquer. En droit de la propriété intellectuelle, je ferai juste un bref rappel ici parce que je pense que vous les connaissez. Le droit des brevets, bien sûr, à condition qu'on soit en présence d'une invention brevetable, qui doit donc répondre à un certain nombre de conditions. Le droit d'auteur, à condition que les données soient présentées donc est mise en forme à travers ce qu'on appelle une compilation ou à travers une base de données. Le droit d'auteur a vocation à protéger les bases de données. Et enfin, également, le droit sui generis des bases de données qui s'appliquera également aux bases de données. Sauf que, à la différence du droit d'auteur, celui qui en sera ou qui est titulaire de ce droit n'est pas la même personne. En droit d'auteur, c'est l'auteur qui est censé être titulaire du droit sur la base de données, alors que dans le droit des bases de données, c'est le producteur de la base de données qui pourra se prévaloir d'une exclusivité sur celle-ci. Le droit d'auteur peut être sollicité, bien sûr, pour, je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais je le redis ici, et il l'est régulièrement quand même, c'est important de le noter, ça rejoint ce que vous disiez, je trouve, tout à l'heure, sollicité pour faire sanctionner les reprises, dans le domaine scientifique, bien sûr, la reprise de la présentation des données. On a une affaire là relativement récente, qui date de 2013, qui a été jugée par le tribunal correctionnel de Paris, 19 décembre 2013, où on avait une affaire grave, où un mémoire de Master 2 qui avait été rédigé par un étudiant au sein de l'UFR d'odontologie de Toulouse, de l'université de Toulouse. L'auteur du mémoire avait par la suite retrouvé un certain nombre d'éléments, grilles d'analyse, tableaux de données, commentaires et analyses de son travail de recherche, repris dans la thèse de l'épouse de l'un des professeurs qui avait dirigé son mémoire. C'est que du véridique, et qui avait diffusé sa thèse via Internet sur le site de l'INSERM. Comme ça, c'est sûr, on reconnaît tout le monde.
L'un des arguments avancés par la professeure en question était tout d'abord que eh bien, les analyses de l'étudiant, qui avaient été réalisées par l'étudiant, n'avaient pas de caractère personnel. Donc, s'il n'y avait pas d'empreinte de la personnalité de l'auteur, ça voulait dire que les œuvres de présentation des données n'étaient pas originales et donc pas protégées par le droit d'auteur. Donc, premier argument, cette présentation ne présente aucun caractère original ni personnel. Par ailleurs, et de façon intéressante, je trouve, elle avait fait valoir que le travail avait été mené en équipe et que, mené en équipe, il procédait alors d'une démarche collaborative, avec dilution de l'autorialité, potentiellement. Cet argument n'a pas non plus été retenu par les juges. La collaboration des membres d'une même équipe, selon les juges, ne saurait avoir pour effet de mettre à l'écart les règles du Code de la propriété intellectuelle qui ne prévoient pas de dérogation en matière de recherche scientifique ou de recherche collaborative. Sont également rappelés par l'un des experts dans l'affaire les termes de la Charte européenne sur la conduite scientifique de 2005, qui prévoit que la collaboration de recherche, si elle peut impliquer la copropriété des données obtenues collectivement, ne peut justifier qu'il soit porté atteinte au droit de propriété intellectuelle du chercheur. Alors, ceci étant dit et très brièvement rappelé, les très très grands principes qui s'appliquent aux données dans le droit de la propriété intellectuelle permettent de faire une première conclusion sur ce point, juste sur ce point, c'est que déjà, on a une liste sélective des choses qui peuvent être appropriées, ce qui laisse place, comme je le disais tout à l'heure, pour une quantité d'autres types de données de la recherche scientifique qui appartiendraient alors au domaine public. C'est plutôt heureux, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais dès lors que les données sont présentées, ordonnancées, qu'elles sont architecturées ou structurées, alors, en revanche, elles peuvent donner prise, elles sont susceptibles, ce n'est pas automatique, elles sont susceptibles de donner prise au droit de la propriété intellectuelle. Vous le savez également, donc je me contenterai juste de leur rappeler que, néanmoins, une exception a été récemment adoptée par la loi sur une république numérique, donc en 2016, l'exception de fouille des données, qui permet donc, ce qui est une exception à la fois au droit d'auteur et au droit au droit sui generis des bases de données, une exception qui autorise la fouille et l'exploration de données, qu'on retrouve donc énoncée à l'article L122.5 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet l'exploration et la fouille de données à condition donc que la source des données soit licite, à condition que les textes ou données incluses que les textes ou les données sont incluses ou associées à des écrits scientifiques, les écrits scientifiques qui auront fait l'objet donc de publications, et puis dès lors que la finalité, l'utilisation qu'on en fera ne sera pas une finalité commerciale, et que l'usage qui en sera fait est un usage non commercial, c'est-à-dire en particulier ici plutôt d'ordre scientifique. Cette exception, elle a été consacrée par le législateur pour tenter, dirais-je, de faire barrage aux pratiques des éditeurs scientifiques qui verrouillaient l'accès aux données et donc empêchaient de faire de la fouille de données et de l'exploration de données. La question est de savoir alors si cette exception c'est la question qu'on se posait en tout cas cet été, il y a eu quand même un petit suspense là-dessus, savoir si cette exception serait reprise dans la directive de réforme du droit d'auteur. Elle semble être reprise, donc c'est une bonne nouvelle, sachant que les lobbies ici ont été très forts pour empêcher qu'elle ne soit adoptée au plan européen quand même. Elle avait été adoptée au plan national, mais le doute subsistait encore de sa pérennité au plan européen. Je dis il semblerait pour la directive parce que la directive doit encore donner lieu à une négociation au sein du Conseil de l'Union européenne. Bien qu'elle ait été adoptée en septembre, il faut encore que le processus de son adoption n'est pas encore évidemment terminé. Voilà donc pour le premier axe, le premier axe de la question des données scientifiques, données de la recherche scientifique et du droit, donc la propriété. Le deuxième axe que j'annonçais tout à l'heure, qui est la question finalement de l'accès. Deuxième problématique. La problématique de l'accès, elle vient de ce que la technologie numérique a facilité évidemment la diffusion des informations. Jérémy Rifkin écrivait que dans ses ouvrages que nous étions désormais passés à l'âge de l'accès, et c'est vrai, sachant que
la question de l'accès, en fait, présente une double face. C'est-à-dire que autant la technologie numérique permet effectivement de faire circuler, de diffuser, autant c'est une technologie qui permet aussi de verrouiller. Donc c'est vrai qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit que le numérique, ce n'est pas forcément que la diffusion, c'est aussi la possibilité de mettre des verrous. Ce paradigme-là, paradigme de l'accès, donc, eh bien, a un rôle à jouer, en tout cas, existe également, peut-être constaté, en tout cas, pour ce qui concerne l'accès aux données de la recherche scientifique. Et alors là, c'est une autre, ce sont d'autres corps de règles qui trouvent à s'appliquer pour aborder ou appréhender ou saisir la question de l'accès aux données de la recherche. Tout d'abord, la question doit être envisagée sous l'angle de la diffusion des données de la recherche scientifique. Alors, ici, en fait, je suis dans le corpus ou le corps de règles, en fait, le dispositif légal qu'on appelle open data, c'est-à-dire la question de l'ouverture des données qui résulte en fait de plusieurs lois, dont les directives de 2005 et puis 2013, qui sont les directives PSI 1 et PSI 2, qui sont donc en train d'être réformées actuellement, en tout cas qu'on songe à réformer. Avec la proposition de directive dont vous faisiez état tout à l'heure, ce corps de règles, en fait, eh bien, il est aujourd'hui transcrit dans un code en France, en droit français, qu'on appelle le Code des relations entre le public et l'administration. Je dirais, pour aller plus vite, le CRPA. Le CRPA contient un certain nombre de règles, donc, qui traitent de la question de la diffusion des données. Alors, il ne s'agit pas de traiter de la diffusion des données de la recherche scientifique, bien sûr. On n'a pas consacré un code à ça. Il s'agit plus largement d'envisager la question de la diffusion ou de l'ouverture des données publiques. Toute la question a été alors de savoir si les données de la recherche scientifique peuvent être qualifiées de données publiques ou non. Jusqu'en 2015, la question, en fait, ne se posait pas, en réalité. Enfin, elle pouvait se poser au plan théorique, mais elle était résolue au plan pratique, puisque la loi prévoyait que les établissements de recherche n'étaient pas concernés par le dispositif Open Data, c'est-à-dire le dispositif d'ouverture des données publiques, donc n'étaient pas concernés par le CRPA. En 2015, avec l'adoption de la loi Walter, les établissements de recherche sont rentrés dans le périmètre d'application, dans le champ d'application de la loi, dans le CRPA, en fait. Et donc, depuis 2015, on considère, en tout cas on peut considérer, que les données de la recherche scientifique peuvent être considérées, qualifiées de données publiques, et donc être soumises à la politique d'ouverture des données publiques, et donc à l'application du CRPA. Le problème, c'est que, comme j'ai écrit dans l'un de mes articles, c'est que le CRPA, c'est pas tout à fait l'instrument privilégié pour traiter des questions de recherche scientifique. Le CRPA, c'est un code des relations entre le public et l'administration. Et le CRPA a au centre de son dispositif légal, une notion qui est la notion de document administratif. C'est la notion centrale du dispositif CRPA. Et qu'on retrouve dans la proposition de directive, justement, de 2018. Ça explique que la donnée de la recherche soit présentée comme un document numérique. Alors, sur l'aspect numérique, on pourra en rediscuter. Sur l'aspect document, en tout cas, ça vient de là. C'est-à-dire qu'en fait, le CRPA s'occupe de la diffusion des documents scientifiques, pas des données de la recherche scientifique. S'occupe des documents administratifs publics, et pas des données de la recherche scientifique. Le CRPA, on va le voir après, se préoccupe également non seulement de la diffusion, mais également de la réutilisation. Alors, pour ce qui concerne la diffusion, voilà la notion définie de document administratif, telle qu'elle est donc, elle figure à l'article 300-2 du CRPA, c'est L300, j'ai oublié le L, pardon, L300-2 du CRPA, sont considérés comme documents administratifs, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support. Les documents publics produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Donc la définition
organique de documents administratifs est très large et constitue de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes, réponses ministérielles, correspondance, avis, prévisions, code source et décisions. On n'a pas du tout ici, par exemple, le cahier de laboratoire. Le cahier de laboratoire est-il un document administratif? Et pour cause, on n'a pas ça, parce que ce n'était pas du tout prévu pour appréhender les documents qui sont les documents proprement scientifiques. Donc cette notion, elle est centrale. Elle est centrale parce que c'est ça qui est l'objet du dispositif, c'est-à-dire c'est ça qu'on va demander aux administrations de diffuser. Ce sont des documents administratifs. Alors, cette définition, je disais, elle est organique parce qu'en fait, la définition renvoie à l'organe qui produit le document pour définir le document. Donc en fait, c'est l'établissement, à condition, l'établissement quelle que soit sa forme finalement, mais à condition surtout que ce soit une personne publique ou privée, mais chargée d'une mission de service public. Donc une définition très large. Et puis cette définition, elle est assez neutre, parce qu'elle n'est pas réservée à un type de document administratif, c'est bien ce que montre l'énumération non limitative qui figure à la fin de l'article. Il ne s'agit pas de cantonner à un type de document administratif, mais bien au contraire d'élargir le plus possible le périmètre d'application, le champ d'application de la définition. De la même manière que la définition ne renvoie pas à un type de support technologique particulier, ne renvoie pas non plus à un type d'administration. Bref, la définition est le plus large, est très large. Alors, le volet diffusion du dispositif données publiques comporte 2 niveaux de disposition pour faire rapide et court. L'un prévoit que les administrations peuvent diffuser les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent, et l'autre contraint les administrations à certaines conditions à diffuser les données mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental, et d'autre part, toutes les bases de données mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent. Les dispositions du CRPA ont été modifiées en 2016 par la loi pour une République numérique, qui a eu pour effet d'accroître la liste des objets susceptibles de donner lieu à diffusion, au-delà même presque du document administratif, puisque ce que je viens de vous dire concerne également, sans que soit réemployée la notion de document administratif, concerne également donc les bases de données. Les bases de données, et la notion donc de base de données et de données apparaît à l'aune ou au moment de l'adoption de la loi pour une République numérique. Donc en fait, on s'aperçoit qu'avec l'adoption de la LRM, donc la loi pour une République numérique, eh bien, le document administratif ne constitue plus l'alpha et l'oméga du dispositif données publiques, comme c'était le cas auparavant. Ce qui rend d'ailleurs le dispositif encore plus radical, d'une certaine manière, dans cette volonté d'ouvrir les données publiques. 2 limites doivent néanmoins être mentionnées dans cette obligation pour les administrations de diffuser les documents administratifs ou les bases de données. Première limite, elle est expressément prévue par, évidemment, le CRPA, c'est l'article L312-1.1, qui dispose que les bases de données ou les données ne peuvent avoir lieu que sous réserve des secrets. Secrets variés, évidemment. Secrets professionnels, secrets de la défense nationale, secrets industriels et commerciaux. La liste n'est évidemment pas exhaustive ici, c'est quelques exemples, mais qui sont les exemples en fait les plus... j'ai choisi les exemples les plus parlants pour les données de la recherche scientifique, bien sûr. Sachant que la notion de secret industriel et commercial, telle qu'interprétée par la CADA, c'est-à-dire la Commission d'accès aux documents administratifs, qui est l'instance régulatrice dans l'application des dispositions du CRPA, telle qu'interprétée par la CADA, la notion de secret industriel et commercial peut couvrir sur le fond des informations à caractère financier et commercial, mais également des données à caractère scientifique et technique. Et la CADA a souvent émis des avis afin que certains documents produits dans le cadre de recherche scientifique, des mémoires par exemple, de Master 2 ou de 3e cycle en tout cas, ne soient pas divulgués, diffusés, ne tombent pas sous le coup de l'obligation de diffusion. Donc des résultats qui sont considérés comme soumis au secret
eh bien, évidemment, ne tombent pas sous le coup de l'obligation de diffusion. Première limite, donc, est une limite radicale. La limite du secret, c'est une limite très forte. Et puis, deuxième limite, ce sont les droits de propriété littéraire et artistique. La loi CADA, c'est plus la loi CADA aujourd'hui, mais le CRPA prévoit également que, eh bien, certains documents peuvent être objets d'un droit de propriété littéraire artistique, donc un droit d'auteur en réalité, soit sur des bases de données, mais plus généralement plutôt sur des œuvres écrites plutôt littéraires, enfin littéraires au sens très 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 large, des rapports qui sont émis, etc. Si tant est, parce que ce n'est pas toujours le cas, que la personne puisse se prévaloir un droit d'auteur sur ces choses-là, c'est-à-dire que pour ce faire, elle n'ait pas produit ces documents dans une relation hiérarchique ou qu'elle n'ait pas été contrôlée par sa hiérarchie, auquel cas elle ne pourra pas toujours faire valoir un droit d'auteur sur ses productions. On pourra en rediscuter si vous le souhaitez, mais là aussi, il faut beaucoup nuancer l'application du droit de la propriété littéraire artistique pour les documents administratifs. Mais en tout cas, ça n'en constitue pas moins une limite. Et puis, autre dimension du CRPA, je le disais, c'est la réutilisation alors de quoi? C'est pas ici la réutilisation des documents administratifs qui est en jeu, c'est la réutilisation des informations publiques. C'est le terme utilisé par le législateur, réutilisation des informations publiques contenues dans les documents administratifs. Les informations publiques, ce sont donc la notion d'information publique n'est pas définie par le CRPA, mais on peut en déduire, je vous fais grâce du détail et du raisonnement, mais on peut déduire des dispositions du CRPA que les informations publiques, ce sont celles qui sont contenues dans les documents administratifs. Documents administratifs qui sont donc produits ou reçus par les personnes publiques ou privées chargées d'une mission de service public. Alors lorsqu'elles sont donc bien contenues dans un document administratif, lorsqu'on peut qualifier des informations d'informations publiques, eh bien celles-ci sont soumises au principe de libre réutilisation. Ce principe de libre réutilisation, c'est un principe très fort que l'on retrouve dans la directive, en particulier dans la directive de 2013, PSI 2 donc, principe de réutilisation qui prévoit que les administrations doivent pouvoir permettre au public, tout type de public confondu, de réutiliser les informations qu'elle aura alors diffusées. Diffusées. Le CRPA, ainsi que la directive, au demeurant, prévoit et précise que ces informations publiques pourront être utilisées par toute personne qui le souhaite, je cite, à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Ça veut dire que, il va falloir chercher finalement les finalités pour lesquelles, les fins, les objectifs, pour lesquels les documents ont été produits et les informations publiques produites également. Si on transpose ça à la recherche scientifique, c'est pas sans poser un petit problème, d'où on voit que d'ailleurs, il n'y a eu aucune, après vérification dans les travaux parlementaires, il n'y a aucune concertation, aucune réflexion sur l'adaptation de la recherche scientifique à l'application des dispositions du CRPA. C'est passé sous silence ou quasiment, je crois qu'il y a 2 lignes dans les travaux parlementaires, dans les débats parlementaires. En fait, ici, il s'agit de dire que si les informations publiques, donc on imagine que les informations scientifiques, que les données de la recherche scientifique puissent être considérées comme des informations publiques et que donc elles pourront être réutilisées à d'autres fins. Sauf que si moi je me penche sur le code de la recherche, je m'aperçois quoi? Je m'aperçois que la recherche scientifique, ça vise premièrement à accroître les connaissances, deuxièmement à partager la culture scientifique, technique et industrielle, troisièmement à valoriser les résultats de la recherche au service de la société, quatrièmement à promouvoir la langue française comme langue scientifique. Donc ça veut dire que déjà dans nos statuts et déjà dans nos missions, nous avons justement l'obligation, et la mission statutaire même, de diffuser.
et puis de valoriser, c'est-à-dire justement de permettre la réutilisation des informations publiques et donc scientifiques par les tiers. Donc si j'applique strictement le CRPA à la recherche scientifique, je dois faire autre chose avec les données scientifiques que de la valorisation, ce qui n'a pas de sens. Donc l'articulation finalement du code de la recherche avec le CRPA me paraît complètement improbable, comme je l'avais déjà écrit dans l'un de mes articles, mais c'est le signe de l'aveuglement parfois du législateur dans sa volonté quasi totalisante, je dirais, d'ouvrir au maximum les données, tous azimuts, sans tenir compte finalement quoi? Sans tenir compte des écosystèmes qui sont déjà construits depuis des années, dans le domaine de la recherche scientifique en particulier, notamment depuis l'adoption de la loi de programmation de 1982, qui avait déjà, évidemment, parmi les missions des chercheurs, inscrit la mission de diffusion, bien sûr, et puis la mission de valorisation des résultats de la recherche scientifique. Si on ajoute à ça que le CRPA, ainsi que la directive de 2013, prévoit que cette réutilisation doit être libre et gratuite, surtout gratuite, on est face à un petit souci. Parce qu'en effet, la gratuité de la réutilisation telle que exigée par le législateur dans le dispositif du CRPA, donc d'ouverture des données, est complètement contraire au principe de rémunération de la valorisation qui est pratiqué quotidiennement par nos établissements. Alors certes, la rémunération ne permet pas de faire des bénéfices et puis d'autofinancer les établissements, on est bien d'accord. Néanmoins, cette rémunération, elle est un peu supérieure au coût marginal qui est le critère utilisé par la directive PSI2 ainsi que par le CRPA. Normalement, une administration ne doit permettre la réutilisation donc, pour les tiers qu'au coût marginal, c'est-à-dire le coût marginal, c'est le coût de la reproduction des données, en gros, des informations. Nous, dans les établissements scientifiques, quand on valorise, on est bien au-delà du coût marginal. On ne fait pas de bénéfices, et ce n'est pas le but, mais on est au-delà du coût marginal, donc il y a une légère contradiction dans les termes, ce qui ajoute à la première contradiction dont on parlait ce matin, aux injonctions paradoxales, ça en ajoute encore une. Ici, donc, on a un petit souci d'articulation encore des différents mécanismes. Et enfin, je terminerai par cette dernière chose, qui, quant à l'accès, bien sûr, qui pose la question de l'accès... Au revoir. Impossible. Au revoir, merci, c'est passionnant. J'ai regardé votre... Il y aura des supports. Donc là, on n'est plus dans la question de l'accès aux données de la recherche scientifique, mais l'accès qui est le second aspect, la seconde dimension de l'accès est celui de l'accès aux publications scientifiques. Mais là, je ne ferai finalement que rappeler, mais très succinctement, ce que la loi prévoit, parce que vous connaissez les dispositifs, je pense, qui sont en vigueur aujourd'hui, qui sont des dispositifs, d'abord, premièrement, qui permettent de limiter la liberté contractuelle. C'est une limitation qui est exprimée à l'article 500 L 533-4.1 du Code de la recherche, c'est-à-dire que malgré l'existence d'un contrat d'édition qui contient une clause d'exclusivité en faveur de l'éditeur pour la cession des droits d'auteur sur la publication, eh bien, la loi permet aujourd'hui, malgré ce contrat, eh bien, de publier, malgré cette exclusivité, de publier sur des archives ouvertes ou de s'auto-archiver pour les chercheurs au-delà de la période qui a été rappelée ce matin de 6 et 12 mois, donc la période d'embargo. Je préciserai que ces dispositions, je l'ai mentionné un petit peu plus loin, mais que ces dispositions sont considérées comme des dispositions d'ordre public. Ça veut dire qu'elles doivent s'appliquer de manière impérative, c'est-à-dire, ça signifie qu'on ne peut pas y déroger par des conventions particulières si on suit la définition de l'ordre public telle qu'elle existe, enfin telle qu'elle est, qu'on peut la voir dans l'article 6 du Code civil. Les dispositions d'ordre public sont des dispositions auxquelles on ne peut déroger par des conventions particulières. Et qui plus est que le juge peut relever d'office la plupart du temps et qui donc permettent de les faire annuler le cas échéant. Donc limitation de la liberté contractuelle et puis s'agissant donc des données également, on trouve
dans la suite des dispositions de l'article 533.4. Deuxième dispositif, c'est que lorsque des données qui sont associées à un écrit scientifique, ou en tout cas qui ont servi à un écrit scientifique, ont été majoritairement financées par des fonds publics, eh bien, leur réutilisation est libre. Mais je voudrais insister sur un petit point sur lequel on n'insiste pas toujours. J'ai trouvé, enfin, ça m'a un peu sauté aux yeux. On dit, ben voilà, elles sont libres, donc elles appartiennent au domaine public. Mais non, pas du tout, c'est pas ce que dit la loi. La loi est beaucoup plus fine et plus précise que ça. La loi dit, et le législateur a bien pris a pris soin de ménager certains intérêts, et notamment ménager les titulaires de droit. Parce que si vous lisez bien, on dit, dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d'agences de financement national ou par des fonds de l'Union européenne, ne sont pas protégées par un droit spécifique. C'est-à-dire que si elles sont protégées par un droit spécifique, ici, droit spécifique, ça renvoie au droit de propriété intellectuelle, c'est sûr. Droit de propriété ou une réglementation particulière, qu'elles ont été rendues publiques. Donc, deuxième condition, il faut qu'elles aient été rendues publiques. Qui décide? Là, la loi ne prend pas position sur le qui décide de rendre public des données. Est-ce que c'est le chercheur, l'établissement ou l'organisme de recherche? On sent bien qu'ici, le législateur a dit, bon, ça, c'est quelque chose dont les usages sont tellement peut-être différents, et puis c'est surtout une question tellement sensible et polémique qu'on ne va peut-être pas trop s'avancer. Donc, et à ces deux conditions, alors et trois conditions avec le financement majoritairement public, bien sûr, alors leur réutilisation est libre. Mais vous voyez, il y a quand même trois conditions qu'en général, on oublie un peu aussi de mentionner. Voilà ce que je voulais dire donc des deux axes, axe propriété, accès, à propos des données de la recherche scientifique. Je dirais en conclusion que si on croise les logiques de propriété avec les logiques d'accès aux données de la recherche scientifique, on peut tirer quelques enseignements rapides. Tout d'abord que le secret des affaires, il est bien préservé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dans toutes les dispositions, qu'il s'agisse des dispositions du CRPA, des dispositions du Code de la recherche, on trouve à chaque fois le secret comme étant une limite, et voire même une exception au principe de diffusion ou réutilisation des données de la recherche scientifique ou des données publiques d'une manière générale. Deuxième chose qu'on peut dire, c'est que le droit de propriété intellectuelle n'est pas tellement atteint dans ces histoires non plus, à part dans sa dimension contractuelle, comme on vient de le voir dans le domaine de l'open access, mais sinon il n'est pas tellement atteint, parce que pareil, le CRPA tient beaucoup compte des droits de propriété intellectuelle. Je ne l'ai pas mentionné, mais certains dispositifs ne trouvent pas à s'appliquer non plus lorsque des droits sont détenus par des tiers dans les partenariats publics-privés. C'est-à-dire les règles contenues dans le CRPA, parfois ne trouvent pas à s'appliquer, tout simplement parce qu'on se trouve dans le cadre d'un partenariat et que des droits de propriété intellectuelle sont alors détenus par des tiers, et donc le dispositif est tout simplement inapplicable. Donc les droits de propriété intellectuelle ne sont pas tellement atteints par la politique d'ouverture des données, je trouve, un petit peu, mais marginalement. Le point d'achoppement, dernière chose que je voulais simplement dire pour terminer, c'est que le point d'achoppement concerne surtout le croisement des politiques de valorisation de la recherche avec la politique donc de libre réutilisation des données. Il a été remarqué ce matin à quel point les injonctions de diffusion et de valorisation pouvaient être paradoxales. On ajoutera simplement que la politique d'ouverture des données inscrite dans le CRPA et avec le principe de libre réutilisation et la politique de valorisation inscrite dans le Code de la recherche se trouve clairement, quant à elle, en contradiction. Voilà. D'où l'idée qu'on a eue d'organiser notre 6e journée d'études dans le projet Common Data sur la valorisation économique des données de la recherche scientifique. C'est-à-dire comment se fait cette valorisation? Y a-t-il une valorisation des données en tant que telles et non pas des données à travers les résultats de la recherche? C'est-à-dire que ce n'est pas les données qui pourraient donner lieu à une invention qui elle-même serait brevetable. Non, les données, c'est-à-dire les données, bases de données ou données, quelles qu'elles soient dans une base de données ou non, qu'elles soient dans une base de données protégeable par un droit de propriété intellectuelle ou non, ce qui n'est pas toujours le cas. Comment ces données sont-elles valorisées au plan économique? C'est-à-dire comment, en gros, sont-elles envisagées à travers les contrats de partenariat? Parce que c'est là que se passe la valorisation, c'est dans le transfert de technologie qui s'opère entre le public et le privé. Comment tout ceci est contractualisé et comment ces données donc sont valorisées. Voilà. Je vous remercie
de votre attention. Merci Agnès. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Si j'ai bien compris, on a échappé au droit de la propriété scientifique. Mais qu'est-ce que c'est que la propriété du scientifique? Vous avez parlé constamment de recherche scientifique, de documents scientifiques. Qu'est-ce qui définit que le sujet est scientifique? Ça rejoint la discussion qu'on a eue et qu'on aura encore certainement sur ce que c'est même que la donnée de la recherche scientifique, hein, et qu'on évoquait tout à l'heure. C'est une question évidemment bien vaste. J'aurais tendance à dire, au jour d'aujourd'hui, sans vouloir définir définitivement les choses, hein, loin de moi cette idée ou cette prétention, mais en tout cas, pour les besoins de mon propos dans le domaine juridique, soyons modestes, le document scientifique ou les données de la recherche scientifique, ce sont des objets qui sont produits, je dirais, dans un contexte scientifique. La question du contexte est une question sensible, difficilement définie aussi difficilement. Le contexte scientifique, qu'est-ce que c'est? C'est soit le contexte, l'environnement, hein, le site Saint-Charles par exemple, l'établissement, soit la MSH, soit l'université Paul Valéry par exemple. C'est aussi, le contexte de la recherche scientifique, c'est aussi la question de la méthode scientifique. C'est-à-dire, quelle méthodologie adopte-t-on pour produire ce que l'on produit, soit du document scientifique, soit de la donnée scientifique. Ça, c'est une vaste question, la question de la méthodologie, et ce qui fait finalement la qualité scientifique, en tout cas on peut le souhaiter, c'est la question de la vérité des données, la vérité des résultats produits, c'est-à-dire qui énonce certaines vérités, hein, et qu'on peut vérifier, reproduire, etc. Donc ça veut dire que les documents scientifiques, ce sont des documents qui sont produits, pour résumer les choses, en tout cas au jour d'aujourd'hui et pour ce qui concerne mon propos, avec une certaine intégrité scientifique, en réalité. Donc c'est une définition que je propose, mais qui est très réductrice en réalité, hein, de ce que peut être le document ou l'information scientifique. Mais non, absolument pas. La loi ne définit pas la recherche scientifique. Ni le code de la recherche, ni le code de la propriété intellectuelle, et encore moins le CRPA, bien sûr. Une autre question? Alors, merci pour cet exposé qui, on n'a pas trop l'habitude, hein, nous, du droit, mais qui était très éclairant à bien des égards. Je pense du coup au cadre numéraire, et en fait je me dis que par rapport à ce que tu as dit, donc on a le droit de réutiliser des données, ou peut-être même des extraits, puisque là ce que tu as dit, hein, sur la redocumentarisation d'une thèse dans un livre littéraire a été accepté, finalement, du moment que ce n'est pas la même mise en forme. Donc ce qui compte, c'est la forme, et pas le fond. Parce que le droit d'auteur n'a pas vocation à protéger le fond des idées, en fait. C'est pas sa vocation. Le droit d'auteur a vocation uniquement à protéger des mises en forme, c'est-à-dire des expressions, comme on dit, les expressions de la personnalité de l'auteur. D'accord, mais du coup, dans la forme, il y a cette notion quand même d'expression. Oui. En fait, c'est la formulation. La mise en forme, exactement. Parce que pour moi, la mise en forme, c'est juste la mise en style, la mise en page. C'est pas le produit écrit. Voilà, c'est sûr. Oui. Du coup, je me disais, du point de vue effectivement des sciences de l'information, de la communication, je comprends parfaitement ta question et ton interrogation. Bien sûr, la mise en forme, c'est pas juste la mise en forme éditoriale, en fait. C'est la mise en forme, le style, hein, de l'auteur, qu'on peut retrouver dans des œuvres scientifiques. C'est pas parce qu'on est dans le domaine scientifique que pour autant l'expression de la personnalité n'a pas lieu d'être. Hein, voilà. Mais bien sûr, c'est l'expression elle-même. D'accord. Et du coup, dans le cadre de ce livre littéraire, pourtant il a dû reprendre des expressions entières.
Sauf que les expressions n'étaient pas C'était déjà des voilà, elles n'étaient pas construites par le chercheur. Elles ont simplement été, entre guillemets, bien sûr, observées, collectées, mises en forme, expliquées, certainement, analysées, etc. Mais elles n'ont pas été créées elles-mêmes par le chercheur, bien sûr. Et donc, on a considéré que c'était des données complexes, hein, comme je le disais, mais des données. Oui, néanmoins. elles sont juste collectées et pas créées. Tout à fait. Où est-ce que s'arrête notre frontière, en fait, justement, sur données collectées, données structurées à partir de quel moment ça commence? Voilà. En fait, là, il faut se reporter aux dispositions, en fait, soit en droit d'auteur, soit en droit des bases de données qui disent à partir de quel moment on se trouve dans un objet protégeable par l'un ou par l'autre. En gros, si on se situe du point de vue du droit d'auteur, c'est l'architecture en fait de la base de données qui sera protégée et non pas les données elles-mêmes d'ailleurs. Donc quand on dit que les données sont appropriables par le droit d'auteur, déjà en soi c'est faux en réalité. C'est-à-dire que c'est la base de données, l'architecture, parce qu'on considère que l'investissement dans la construction de la base de données, c'est un investissement qui mérite d'être protégé par un droit exclusif. Parce que ça a suscité du travail, et que ce travail est un travail créatif, et que ce travail créatif mérite d'être protégé par le droit d'auteur. Alors ça, c'est plus discutable si on fait une petite incursion dans le droit sui generis des bases de données, parce que le droit sui generis de bases de données, en réalité, permet un petit peu plus de s'approprier les données elles-mêmes, puisque le droit sui generis eh bien, a pour objet la base de données elle-même, mais le droit sui generis de base de données interdit aux tiers l'extraction substantielle des données. Là où le droit d'auteur n'interdit que la reprise de la forme de la base de données. Le droit sur les bases de données, le droit sui generis, qui est un droit au passage dont il faut rappeler que les établissements se saisissent vraiment beaucoup pour constituer leur patrimoine scientifique. C'est un droit sui generis très, dans les contrats, on le voit, dans les contrats de partenariat, clairement, très utilisé. Je referme la parenthèse pour dire que ce droit donc, sui generis eh bien, empêche les tiers donc, de faire une extraction substantielle. Et en interdisant l'extraction substantielle, finalement, même si c'est limité et relatif, on empêche alors la reprise du contenu et du fond. Donc, quand je dis que le droit de la propriété intellectuelle ne s'intéresse qu'à la forme, c'est vrai en majeure partie pour l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, sauf pour le droit sui generis sur les bases de données qui permet quand même d'une certaine manière l'appropriation du contenu et non pas seulement du contenant. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la directive, quand elle avait été adoptée sur les bases de données, qui est une directive de 1996 transposée en France en 1998, que cette directive avait suscité beaucoup de critiques parce qu'on avait estimé qu'elle permettait insidieusement, indirectement, de s'approprier des informations. On parlait d'informations à l'époque. Oui, moi je peux poser encore une question sur ces objets un peu hybrides actuellement que sont les data papers, par exemple, ce type de choses. Est-ce que ça rentre dans le cadre de... Enfin, est-ce qu'il y a un statut particulier pour ce type d'objet-là? Est-ce que ça en fait un objet problématique? Et pour rebondir encore dessus, j'étais assez frappé. Là, j'ai participé au Forum européen des sciences de Toulouse à l'ESOF en juillet dernier. Et j'étais assez frappé des craintes en fait, qui étaient formulées dans pas mal de pays sur finalement le retour de bâton qui consistait en fait à faire à nouveau du chercheur le propriétaire de son papier de recherche au bout d'un an quand on est en SHS. Non, 2 ans quand on est en SHS, c'est ça, et 1 an, enfin je ne sais plus très bien. Enfin, 12 mois. Voilà, 12 mois. 12 mois, tout à fait. Mais qui craignait par contre que les éditeurs là s'emparent. Donc au jour de ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de crainte particulière à avoir, mais en attendant, j'étais assez frappé du fait qu'il y avait cette crainte-là qui s'exprimait dans le cadre du forum, où pas mal de chercheurs disaient bon voilà, on nous encourage de plus en plus à livrer nos données avec, et on a peur de se voir imposer finalement, on sera propriétaire de ce qu'on a produit, mais plus de la base de données, que la base de données devienne une propriété de l'édition, etc. C'est une crainte justifiée parce que c'est ce qu'on fait, oui, tout à fait justifié sur le plan économique. Parce que nombre d'éditeurs ont eu cette politique de mainmise en fait sur les jeux de données, s'apercevant que l'économie
avec le développement de la technologie numérique, l'économie de l'édition s'orientait différemment qu'avant la révolution numérique. D'abord, ils ont modifié leur offre numérique de publication, c'est-à-dire qu'il y a des bouquets de publications, d'articles, etc. Donc on a changé d'économie déjà juste dans l'édition des publications numériques. Mais l'économie, elle a aussi été modifiée par le fait que, eh bien, il s'agissait également de se réserver le monopole sur les jeux de données qui étaient associés aux publications scientifiques. Donc c'est une crainte tout à fait justifiée et qui a déjà été pratiquée par nombre d'éditeurs scientifiques, qui explique, comme je le disais tout à l'heure, qu'on ait adopté l'exception de fouilles et d'exploration de données, donc de texte et data mining, qui permet de contrer en fait cette politique de monopolisation des jeux de données par les éditeurs. C'est une crainte tout à fait justifiée. Alors peut-être pour finir de répondre à ta question, c'est peut-être la question alors du droit d'auteur sur les data papers. C'était peut-être ça, en disant finalement, est-ce que les chercheurs qui bénéficieraient alors d'un droit d'auteur sur les jeux de données pourraient dormir sur leurs deux oreilles parce que oui, d'un point de vue théorique, on pourrait concevoir qu'un jeu de données tel qu'il a été présenté à travers un data paper pourrait être considéré comme une base de données susceptible d'être protégée par le droit d'auteur, donc au profit de l'auteur lui-même. Bien sûr, sauf qu'on a bien vu que le droit d'auteur ne mettait pas à l'abri les chercheurs par rapport aux publications scientifiques déjà. Donc on ne voit pas pourquoi ça les mettrait à l'abri pour les jeux de données. Si les éditeurs leur font signer un contrat type dans lesquels l'éditeur prévoit qu'il y a une cession des droits d'auteur sur les data papers contenant les jeux de données au profit de l'éditeur, l'auteur s'engagera dans cette voie. Parce qu'il est dans un rapport de force économique qui n'est pas égal. Et donc, voilà. Mais, bon, c'est des choses qui peuvent évoluer, notamment avec l'adoption de ce type d'exception, comme l'exception de text et data mining, et peut-être, pourquoi pas, d'autres solutions à venir pour éviter ce genre de dérive. Bonjour, Méline Laisson, conseillère régionale Occitanie. Merci beaucoup pour l'organisation du séminaire. C'est très enrichissant pour nous qui travaillons justement de l'autre côté. On va dire, on regarde les projets de recherche que nous soumettent les chercheurs. Donc, voilà, on voit qu'il vraiment il y a un manque. En fait, il y a une méconnaissance de tout ce qui est open access, même de la gestion des données en général. Quand on demande aux chercheurs qu'est-ce que vous faites, comment vous allez gérer vos données, mais la plupart ils disent on n'a pas pensé, peut-être au niveau des laboratoires, on a un serveur, on va stocker là, voilà. Mais il n'y a pas vraiment de politique ou de réflexion par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est important. Donc, j'ai deux questions. En fait, la première, c'est pour revenir au droit des bases de données. J'ai des projets de recherche qui contractualisent avec un bureau d'études, on va dire, en informatique, pour justement créer cette base de données avec les données issues de la recherche, parce qu'il y a plusieurs partenaires, donc ils ont besoin de centraliser toutes les données et de mettre aussi à disposition ces données à tous les chercheurs qui participent et aussi aux collectivités territoriales, aux financeurs, etc. Donc, ces organismes privés qui font ce travail de recenser les données et de les mettre sous forme et de les distribuer après aux différents partenaires, est-ce qu'ils ont les droits, entre guillemets, à ces droits des bases de données? Est-ce qu'ils pourront revendiquer après les droits sur les données ou pas? Même s'ils sont sous-traités, en fait, ils sont payés, si vous voulez, ils sont des prestataires. Et voilà, différencier entre prestataires aussi et partenaires. Parce qu'on les trouve aussi comme des partenaires, ces entreprises-là. Donc, voilà, je me pose la question parce qu'on fait la réflexion chercheur, mais en même temps, il faut qu'on leur donne des solutions qui leur conviennent. C'est une excellente question. Et c'est sur cette question qu'achoppent en général tous les services, enfin tous, je ne vais pas dire tous, mais certains services de valorisation et de partenariat des établissements de recherche qui, sous réserve évidemment de certains peut-être, mais qui n'ont pas encore tout à fait pris la question, ou en tout cas envisagé la question dans toute sa finesse en réalité. Souvent ce qu'on trouve dans les contrats, les accords de consortium ou dans les contrats de partenariat, de R&D, etc., ce sont des clauses un peu grossières de propriété des données. On dit en gros, c'est en 3 lignes, la propriété des données produites à l'occasion de la recherche
seront la copropriété des partenaires. C'est tout. On ne sait pas ce que ça veut dire en réalité. Est-ce que c'est aussi au titre du droit d'auteur? Alors parfois c'est précisé au titre du droit d'auteur ou au titre d'un droit sui generis sur les bases de données. On va un petit peu plus loin parfois. Ce qui permet de savoir ce qu'on pourra en faire ou ce qu'on pourra ne pas interdire au titre de ce droit-là. C'est un petit peu plus précis déjà. Mais ça n'indique pas grand-chose sur les usages qu'on pourra faire de ces données. Donc moi, ce que je voudrais pouvoir développer, par exemple, dans la seconde phase du projet Common Data, c'est justement de réfléchir aux usages qu'on peut faire des données, c'est-à-dire faire une typologie, mais qui ne soit pas une typologie de l'usage scientifique des données, hein, évidemment, ce serait bien impossible et puis pas très utile, mais en tout cas, une typologie peut-être assez large des usages qu'on peut faire des données pour qu'on puisse peut-être rentrer un tout petit peu dans le détail dans les contrats, ce qui permettrait peut-être à un moment donné d'arrêter de parler de propriété des données, d'une part. Propriété, moi si je me fonde sur le code civil, on nous dit la propriété c'est le droit de disposer, de jouir des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas, etc. Ça ne me dit pas grand-chose sur ce que je peux en faire en réalité. Je sais que je peux les vendre, mais après, dans le détail, ça ne permet pas. Si je m'appuie sur le code de la propriété intellectuelle, droit d'auteur et droit sui generis, ça me dit déjà quelques petites choses supplémentaires. Je sais ce que je peux faire, je sais ce que je ne peux pas faire, ou ce que je ne peux pas interdire. Bon. Donc c'est déjà un petit peu plus précis. Mais en tout cas, voir si, dans le cas par exemple où les données ne seraient pas protégées par un droit d'auteur ni par un droit de sui generis, qu'on peut faire tout simplement de ces données. Et donc de lister les usages qui permettraient alors de les intégrer dans les contrats. Et de dire, ben voilà, ce qu'on va faire, c'est ça, ça, ça. Comme on fait un peu dans les contrats anglo-saxons, quand on veut préciser les choses, avec des listes un petit peu longues parfois, d'ailleurs, un petit peu fastidieuses, mais dire, ben voilà, ça sera pour tel usage, telle destination, dans tel contexte. Enfin, tout ça, c'est des choses, des mises en mots, en fait, hein, qui sont complètement possibles, mais qu'aujourd'hui, on ne trouve pas. Et que c'est un travail que j'aimerais beaucoup pouvoir mettre en place. Voilà. Mais c'est un gros travail de réflexion, par contre. Oui. Après, c'était une question plus générale, hein, c'était une réflexion surtout. Et nous, on a des appels à projets, donc à destination des chercheurs, des organismes de recherche. Donc, on pose la question souvent de qu'est-ce que vous faites avec les données, comment vous les gérez, comment vous les stockez, comment vous les mettez à disposition des partenaires. Donc, je voulais savoir si vous avez réfléchi au niveau régional. Et qu'est-ce que nous, en fait, on a des réflexions au niveau européen, donc H2020, au niveau ANR, au niveau des appels à projets. Comment au niveau régional, on pourrait, nous, en fait, faire adhérer, on va dire, aux chercheurs qui candidatent à ces projets, à l'open access ou à la mise à disposition de leurs données. Quels critères, qu'est-ce qu'on pourrait demander au sein de ces appels à projets comme un critère de sélection, peut-être, je ne sais pas, à réfléchir, concernant justement la gestion des données. Ben là, vous pouvez tout simplement vous référer à ce que fait l'ANR. Mais on a aussi au niveau régional, on a par exemple le MESOLR qui permet le stockage de données, qui permet aussi peut-être, qui donne des moyens aux chercheurs régionaux de stocker leurs données de façon sûre, entre guillemets. Donc peut-être en s'appuyant sur ce qui existe en région, voilà, comment on peut, en fait, c'est ça la question, comment on peut orienter les chercheurs qui candidatent à ces appels au projet. Ah oui. Pour utiliser les moyens qui existent en fait en région Occitanie pour pouvoir justement donner libre accès à leurs données de façon plus... La question en fait que vous posez est la suivante du point de vue juridique. Hein, j'entends pas du point de vue de la politique régionale, mais du point de vue juridique, est-ce que finalement la question ne serait pas comment imposer ou contraindre gentiment les chercheurs qui candidatent à s'orienter vers telle solution ou telle autre, parce qu'on sait qu'elle est publique, sécurisée, qu'elle présente un certain nombre d'avantages sur le plan technique. Bon. En fait, comment contraindre? Quand on contraint... il suffit de contraindre, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous conditionnez... Non, mais au-delà de l'aspect...
Alors que quand vous conditionnez votre appel à candidature par le fait d'utiliser telle ou telle solution technique, c'est vrai que vous obtenez le résultat escompté en général. La question est de savoir si c'est légal de faire ça. C'est-à-dire si on peut contraindre des chercheurs à utiliser telle ou telle solution technologique qui préexiste au projet, par exemple, dans sa région, dans son établissement de recherche ou, je ne sais pas, ailleurs. Est-ce qu'on peut les contraindre à utiliser, par exemple, les solutions d'hébergement, de stockage, d'archivage proposées par le CINES, par exemple, sachant que ces solutions, elles ont un coût. Donc, soit l'appel à candidature prévoit le financement de ce coût, auquel cas on peut l'exiger. Si ça ne prévoit pas le financement de ce coût, qui est quand même assez élevé, je ne sais pas dans quelle mesure on ne pourrait pas trouver ça finalement un peu illégal ou illicite. Voilà. Bon, mais je dis ça sous réserve qu'on puisse vérifier tout ça, en tout cas, parce que là, je n'ai pas de réponse définitive à vous donner. Mais c'est la question qu'il faut se poser, je pense. Au niveau régional, qu'est-ce qu'on pourrait proposer en fait? Moi, je ne connais pas les solutions technologiques, à part le CINES et quelques entrepôts de données, mais qui sont des entrepôts liés à certains laboratoires qui entreposent beaucoup de données. Je pense à l'Institut génomique, par exemple. Ils ont leur solution de stockage parce que ça fait partie, évidemment, de leur travail que de stocker ces données. Mais sinon, je ne connais pas, moi, personnellement, les solutions de stockage régionaux. Voilà. Ça, alors là, pour le coup, il faudrait demander peut-être... Je sais que l'université est en train, avec le projet MUSE, est en train de mettre en place quelque chose, et a mis en place d'ailleurs une solution technologique dont j'ai oublié le nom, mais qui existe depuis, et puis qui va être renforcée avec IMUSE. Mais le CINES, donc ça c'est sûr, ça on peut le citer parce que c'est sa fonction d'être, c'est sa raison d'être plutôt, c'est sa fonction. Mais après, voilà, je suis pas forcément la bonne personne pour répondre à cette question. Après, vous parliez de l'RNR ou de l'ERC, etc. Voilà. Il me semble que ce qui est noté dans les appels à projets précisément, c'est l'obligation d'avoir un plan de gestion de données, un plan d'archivage de données, point. Peu importe ensuite, peu importe si on le fait chez Humanium, si on le fait ailleurs, etc. Tout à fait. À ce moment-là, par contre, je rebondis sur une remarque de Joachim ce matin, je crois que c'est Joachim qui disait ce matin, c'est finalement peu importe, ou alors c'est Alexandre, je ne sais pas, je ne sais plus, presque peu importe la solution technique, peu importe finalement le réservoir, du moment qu'ils sont tous conçus en interopérabilité, c'est là l'essentiel de la réponse. Une question? On va libérer Agnès parce que je crois que tu dois partir à 16h30 en plus, c'est ça? Dans 5 minutes. C'est ça. Bien, merci à tous pour cette journée, merci aux intervenants, merci au public et merci à nous, l'équipe numérique. Merci Julien pour cette animation.